Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième table ronde. J'espère que ceux qui nous ont suivis ce matin ont quand même eu le temps de déjeuner pendant ce court laps de temps. Nous allons donc maintenant parler d'un thème qui est peu abordé et en particulier au moment du diagnostic de la maladie. Pourtant, il concerne beaucoup, presque la majorité, je dirais, des personnes qui sont atteintes par la maladie de Parkinson, mais aussi leurs conjoints. Je veux parler d'intimité et de sexualité. Alors je vous rappelle qu'à l'issue de ce débat, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez d'ailleurs le faire tout au cours du débat grâce au petit chat qui est sur le côté de votre écran. Donc vous posez les questions et je serai votre porte-parole pour les poser en fin de débat. Nous allons parler pendant 1 heure 5 et ensuite on prendra des questions pendant une vingtaine de minutes. Je vous présente les personnes qui vont participer à ce débat. D'abord à mes côtés, le docteur Marie-Carmelita Scheber-Noguera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuro-urologue à Lyon. Et puis on va retrouver deux personnes en direct de Grenoble. D'abord Emmanuel Schmitt. Emmanuel Schmitt, vous êtes neuropsychologue. Bonjour. Bonjour. Et puis le docteur Valérie Frex, vous êtes neurologue. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes toutes les deux, vous exercez au Centre Expert Parkinson du CHU de Grenoble. Alors, on va démarrer avec un petit peu de sémantique, si vous le permettez, Carmelita. Pour débuter, qu'entend-on d'abord par santé sexuelle? Bon, on commence. Qu'est-ce que c'est la santé? La santé, selon l'Organisation mondiale de santé, c'est un bien-être physique, mental et sexuel. Donc, rien que dans la définition de santé, il y a déjà le mot sexuel. La santé sexuelle, si on va la séparer, elle est un bien-être physique, mental, mais surtout un bien-être social qui vous permet, dans les domaines de la sexualité, de trouver cette approche positive qui peut être la sexualité dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas oublier que la sexualité fait partie de chacun parce que nous sommes tous des êtres sexués. Donc, nous ne pouvons pas oublier que nous avons un sexe biologique, une identité sexuelle, un rôle sexuel, peu importe ce qu'il arrive. Et que la sexualité, c'est les relations sexuelles, sont une petite partie, c'est tout ce qui va avec la sexualité, c'est-à-dire c'est la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient une source de plaisir pour ceux qui participent, mais aussi la possibilité d'avoir ces rapports, cette entente sexuelle dans un contexte de sécurité, donc sans risque, sans coercition. On n'est pas obligé d'avoir une sexualité si on ne le souhaite pas, sans aucune discrimination et sans aucune violence. Donc la sexualité, c'est tout simplement un ensemble de pensées, de fantasmes, de tout ce qui peut faire partie de vos croyances, de vos attitudes, de vos comportements qui vous amènent à éprouver du plaisir dans la sexualité, en compagnie au nom de quelqu'un, ça c'est encore un autre thème à choisir, et de savoir que cette sexualité est séparée de quelque chose de très important, que c'est la procréation. Évidemment, la santé reproductive fait partie de la santé sexuelle, oui. Aujourd'hui, nous avons, tout le monde connaît tout ce qui est les méthodes d'aider à la procréation, c'est important dans la sexualité, mais ce n'est pas l'unique but. Alors, et maintenant, que mettons derrière le mot désir sexuel? Les désirs, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un état. C'est un état où une personne souhaite vivre un acte sexuel avec quelqu'un ou non. Et les désirs, c'est quelque chose qui dépend de vous. C'est quelque chose à soi, qui c'est propre à vous. Ce n'est pas quelque chose qui, on peut dire que c'est le même partout. Tout le monde a déjà remarqué que les hommes et les femmes sont différents. Donc rien que les désirs pour un homme et une femme, c'est différent. Mais on ne peut pas séparer les désirs de l'état amoureux. Et c'est vraiment deux choses différentes. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas elle-même. Les désirs non plus. Les désirs féminins et masculins est différent. Et les désirs, c'est quelque chose aussi rationnel que l'amour. Par contre, un n'est pas obligatoirement l'autre. On peut arriver, avec les années que nous passons avec quelqu'un, de modifier les désirs que nous éprouvons pour quelqu'un sans modifier les sentiments amoureux. Alors Emmanuel Schmitt, que diriez-vous si je vous demandais à vous de définir ce que l'on met derrière le mot désir sexuel? Scheber-Noguera, pour dire que c'est quelque chose de très complexe, le désir,
qui va être à la frontière entre le fantasme, l'excitation, la pulsion sexuelle. Dans certaines définitions du désir, on va y mettre quelque chose de la motivation aussi, hein, de la motivation dans la relation sexuelle ou autre. Donc, dans le désir, il y a cet aspect-là. C'est vrai que c'est essentiellement quelque chose de relationnel, le désir. On peut avoir du désir sans avoir un acte sexuel. Et puis, on a tout un aspect psychanalytique du désir, hein, qu'on appelle la libido, qui est la pulsion de vie, qui est aller vers ce qui nous fait du bien, vers ceux qui nous aiment, et surtout nous éloigner de ce qui fait souffrir. Donc, le désir, c'est aussi ça. Certains sexologues ont essayé de mettre tout ça dans une définition, ce qui n'est pas évident, en disant que le désir sexuel, c'était une étape qui précède l'activité sexuelle, qui accompagne l'excitation, qui dépend, comme l'a dit Madame Scheber-Noguera, de beaucoup de facteurs, des facteurs qui vont de l'attrait qu'on a pour la personne jusqu'au sentiment amoureux, en passant par des étapes de fantasme. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le désir, c'est quelque chose de très important, c'est une composante qui est essentielle dans la satisfaction du couple en général et dans la durée du couple en général. Alors, docteur Frex, maintenant qu'on a un petit peu fait la définition de ces mots, j'aimerais que l'on parle de sexualité. Est-ce que c'est, selon vous, un sujet tabou, que ce soit de la part des personnes qui sont malades ou de leurs conjoints? La sexualité relève de l'intime et souvent par pudeur, par honte, les personnes sont assez réticentes à parler de leur sexualité, alors que lorsqu'elles sont confrontées à des troubles, leur qualité de vie, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, elle est souvent fortement impactée, et la qualité de vie du couple elle-même, lui-même. Parmi les difficultés qui font que peuvent rencontrer les personnes lorsqu'elles abordent le thème ou qu'elles souhaitent aborder le thème de la sexualité, il y a aussi le fait que tout simplement parfois les personnes qui sont confrontées à des difficultés ne vont pas évoquer leurs problématiques, tout simplement parce qu'elles n'ont pas forcément établi le fait qu'il peut y avoir un lien entre leurs difficultés et leur maladie neurologique. Donc ça, c'est aussi un frein pour pouvoir parler de sexualité à leur neurologue ou à leur médecin ou toute personne qui les accompagne dans leur maladie. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que du côté des soignants, on a aussi beaucoup de difficultés à aborder le thème de la sexualité, donc que ce soit par tabou culturel, religieux, social, ou parce qu'on va parfois considérer que le fait de parler de sexualité peut être un peu intrusif et peut constituer une gêne pour la personne avec laquelle on va s'entretenir. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées auprès des neurologues, et c'est assez intéressant de voir que parmi les motifs qui sont invoqués pour expliquer en fait l'absence de communication ou de dialogue autour de la sexualité lors d'une consultation, un certain nombre d'éléments. Il y a déjà l'absence de plainte spontanée de la personne qui vient consulter, qui fait que le neurologue peut penser que la sexualité n'est pas un problème pour la personne, ou en tout cas n'est pas au premier plan, et qu'il faut d'abord prioriser, s'occuper d'autres problématiques. Parmi les autres motifs invoqués, il y a également le manque de temps. La consultation, elle est rarement très longue, et il faut effectivement établir des priorités, et qui seront peut-être artificielles, mais qui seront plus ou moins définies par le dialogue avec la personne. Il y a également le manque de formation sur les troubles sexuels, qui constituent également un obstacle pour aborder ces problématiques. Voilà, en tout cas, vous parliez de temps, docteur Frex. Nous, on va en prendre justement du temps. On va prendre une bonne heure pour en parler. Bon, je ne vais pas faire un scoop ici en disant qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Oh, c'est pas un scoop de la journée, mais peut-être, et après je vais me retourner vers vous, docteur Frex, pour compléter. On va commencer avec le sexe fort, le sexe masculin. L'opinion de chacun. Quels sont les principaux troubles que l'on retrouve chez l'homme? Donc, d'une manière générale, chez l'homme et chez la femme, c'est des troubles de la performance sexuelle qui sont en premier plan dans les Parkinson. Chez l'homme,
la première plante du point de vue fréquence, celle qui vraiment commence la consultation des sexualités, des troubles sexuels pour les malades parkinsoniens, ce sont les troubles de l'érection. C'est extrêmement fréquent parce que 60 à 70% des patients dans les 10 premières années des maladies, donc on n'est pas en train de parler des gens qui ont 30, 40 ans de maladie, on parle des gens dans les 10 premières années de maladie, 60 à 70% des patients ont des troubles sexuels. Et là, j'aimerais bien surtout répéter une chose que j'ai dit à chaque consultation, c'est que les troubles sexuels sont rarement isolés. Souvent, ils sont associés à des troubles urinaires, et des troubles anorectaux, des troubles intestinaux. Et quand on va associer les troubles sexuels à des troubles urinaires ou à des troubles anorectaux, on arrive à plus de 80% des patients. Donc, c'est vraiment la grande majorité des hommes qui vont avoir des difficultés sexuelles. Les problèmes des troubles sexuels, c'est un problème qui s'installe en général lent et progressivement, mais quand on va parler de certains troubles tels que l'atrophie multisystémique, c'est un type de syndrome parkinsonien, ce n'est pas la maladie de Parkinson typique, mais c'est un type de maladie de Parkinson. Là, par contre, c'est 100% des malades et les troubles de l'érection vont précéder même les signes moteurs. Donc, on peut commencer par ça. Donc, trouble principal, trouble de l'érection et ensuite? Ensuite, c'est les troubles de l'éjaculation. C'est environ 40 à 45% des malades. En général, une érection prématurée ou précoce. Mais, à nouveau, si on va mettre trouble urinaire et trouble de l'éjaculation, on va arriver à 70% des malades. Donc, pensez que c'est surtout dans cette performance d'éjaculation ou d'érection que c'est les plus fréquents. Les troubles du désir, ils sont aussi présents. C'est environ 60 à 65% des patients. Mais là, on a une corrélation plutôt associée avec l'âge, avec l'effet qu'il y a la dépression. La dépression, c'est une source de perte du désir. Et donc, c'est difficile à savoir jusqu'où c'est seulement la maladie. Alors, on va regarder du côté maintenant féminin avec vous, Dr Frex. Pour une femme, quels sont les troubles sexuels les plus fréquents? Alors effectivement, quand on s'entretient avec les femmes qui présentent une maladie de Parkinson, il y a plus de 40 à 80% d'entre elles qui vont rapporter des difficultés au cours de leur vie sexuelle. Et tout comme pour l'homme, on va distinguer les troubles qui sont consécutifs à la maladie et au déficit dopaminergique, qui sont de loin les plus fréquents, et les troubles qui sont éventuellement secondaires à certains traitements anti-parkinsoniens sur lesquels je pense qu'on reviendra au cours de l'échange, et qui sont beaucoup plus rares, même s'ils ont été beaucoup plus médiatisés. Alors, parmi les troubles qui sont en lien direct avec la maladie, certains sont assez spécifiques, effectivement, des femmes, comme les troubles locaux, notamment avec les défauts avec la sécheresse vaginale, les défauts de lubrification vaginale, ce qu'on appelle également les dyspareunies, qui sont les douleurs qui surviennent lors des rapports sexuels, et puis les troubles vésico-sphinctériens, avec la survenue éventuellement de fuites urinaires lors des rapports. Il y a effectivement ensuite, tout comme chez l'homme, des troubles qui sont du coup communs aux deux sexes, qui vont être effectivement les modifications du désir, avec la réduction du désir, voire la perte du désir, la difficulté à obtenir un orgasme, mais qui sont souvent sous-tendus, et ça je pense qu'Emmanuel nous en reparlera tout à l'heure, par l'existence d'une dépression, d'un état anxieux, d'un état d'apathie, qui peuvent également impacter fortement sur la qualité de la vie sexuelle. Alors Emmanuel Schmitt, on vient de voir les troubles masculins, les troubles féminins, mais j'ai envie de vous demander globalement quelles sont les principales plaintes, Emmanuel Schmitt, qui sont émises à la fois par les hommes et par les femmes que vous pouvez recevoir. Alors oui, effectivement, j'allais le dire, les plaintes vont dépendre un peu à qui on s'adresse. Moi, en tant que psychologue spécialisée en neuropsychologie, les plaintes vont plutôt être d'allure psychologique. Quoique, des fois, en posant les bonnes questions, on arrive à en savoir un peu plus. Mais globalement, là aussi, on a des petites différences hommes-femmes. Les femmes vont aborder la sexualité plus d'un abord psychologique, relationnel, avec des plaintes de l'ordre de la perte du désir ou la baisse du désir, avec des peurs liées à l'avenir du couple et à la satisfaction du partenaire. Donc, ça va être les plaintes premières chez les femmes, avec tout ce qui va de l'image du corps, de l'évitement aussi de l'acte sexuel, par peur de ne pas satisfaire, par peur de ne pas être à la hauteur.
Et pour les hommes, on va être aussi dans cette baisse du désir, mais on va aussi être dans une plainte de la performance, hein, comme il a déjà été dit, avec notamment des problèmes d'érection, des problèmes d'atteinte de l'orgasme, qui vont être mis sur la table plus facilement que les femmes. Alors, vous l'avez un petit peu abordé, docteur Scheber-Noguera, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Les modifications de la sexualité, est-ce que ça apparaît dès le début de la maladie ou est-ce que ça apparaît au fil du temps? Les plus souvent, ça va apparaître progressivement, mais assez précocement dans la maladie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va attendre à la fin de 20-30 ans de maladie, mais souvent, la grande majorité des troubles sexuels qui impactent la vie quotidienne, surtout dans le couple, vont apparaître dans les 10 premières années de maladie d'une manière générale. Est-ce que ça veut dire qu'on peut souffrir de troubles sexuels sans même savoir qu'on est malade? Absolument. Dans certaines formes de Parkinson, comme je disais, l'atrophie multisystémique et d'autres maladies qui sont, si vous voulez, dans les rayons des syndromes parkinsoniens, on peut commencer la maladie par les troubles sexuels et les signes moteurs qu'on appelle la raideur, les troubles de la marche, les tremblements peuvent venir dans un deuxième temps. Mais dans la maladie de Parkinson, disons classique, idiopathique, on dit en général, c'est au cours des 10 premières années de maladie et dans certaines formes de syndrome parkinsonien, ça va venir avant. Donc c'est quelque chose qu'on peut rencontrer très précocement. Alors Emmanuel Schmitt, du coup, quand le diagnostic de la maladie est posé, quelquefois on peut se rendre compte que les troubles sexuels dont l'homme ou la femme se plaignait depuis quelques années est dû à la maladie de Parkinson, alors qu'on ne le savait pas, qu'on aurait pu mettre d'autres causes derrière les troubles sexuels. Qu'est-ce que ça peut changer dans l'équilibre du couple à partir du moment où on se rend compte que la maladie de Parkinson s'invite? Ça va changer beaucoup de choses et dans différents sens en fait. D'abord, il y a l'annonce diagnostique. L'annonce diagnostique, elle va effacer un petit peu d'autres problématiques, notamment la problématique sexuelle, parce que la première problématique, celle qui est au premier plan, va être de gérer cette annonce diagnostique. Donc, il va quand même y avoir d'abord tout un processus d'acceptation dans lequel la sexualité va peut-être pas être la plainte principale, va peut-être pas être ce qu'on va traiter ou ce que le patient va mettre au travail en priorité. Mais par contre, l'annonce du diagnostic et du diagnostic comme étant la cause des troubles sexuels, ça peut aussi avoir un effet, entre guillemets, soulagement, dans le sens où les patients vont du coup commencer un traitement pour leur maladie de Parkinson qui va peut-être améliorer ces aspects de sexualité s'ils sont liés notamment à la dépression qui peut arriver bien avant les troubles moteurs ou s'ils sont liés aux troubles moteurs. Donc, il peut y avoir aussi une amélioration de cette sexualité. En tout cas, ce que ça va faire vivre au couple, c'est des réajustements multiples pour prendre en compte ce troisième personnage du couple qui est la maladie de Parkinson et cette maladie de Parkinson qui va faire varier la qualité des rapports, que ce soit des rapports émotionnels, des rapports sexuels, vraiment l'ensemble de la sexualité. Ce qui est noté dans certaines études, notamment les femmes, ont fait ressortir qu'avec une maladie de Parkinson, elles trouvaient que les aspects affectifs et relationnels de leur couple étaient de meilleure qualité, étaient plus importants, plus au premier plan que la sphère sexuelle. Donc ça, c'est aussi un changement. Voilà, il y a plein d'ajustements et le fait que la personne aussi qui est malade ou même le proche qui soutient sa compagne ou son compagnon dans l'annonce diagnostique peut aussi mettre en arrière ces aspects de sexualité, ce qui fait que l'autre peut se sentir moins désirable aussi ou moins désiré. Donc il y a plein de mouvements qui se font dans le couple et qui nécessitent à ce moment-là une communication très transparente entre les deux partenaires, pour pas qu'il y ait de quiproquos, de mauvaise compréhension du comportement de l'autre. Ce que vous dites, c'est que clairement, l'équilibre du couple peut en être affecté. Ah oui, clairement. Clairement, il va être affecté par plein de choses à ce moment-là. Docteur Frex, la qualité des relations sexuelles peut-elle être
amoindris par, je dirais, certaines choses qui interviennent dans la maladie. Je pense à l'hypertonie, aux tremblements, aux mouvements anormaux. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a de nombreuses études qui se sont attachées effectivement à identifier quels pouvaient être les symptômes moteurs de la maladie qui pouvaient avoir un effet délétère sur la qualité de la vie sexuelle. Alors, ne serait-ce déjà que les modifications de l'expression faciale, hein, l'hypomimie, l'hypophonie, peuvent donner parfois une impression d'indifférence affective, émotionnelle et peuvent limiter l'apparition du désir, d'une excitation sexuelle. Les troubles moteurs eux-mêmes tels que la kinésie, la bradykinésie, la raideur, le tremblement éventuellement, ou inversement les dyskinésies, les fluctuations on-off rapides sont également des freins pour avoir un rapport sexuel qui va être considéré comme satisfaisant. Et puis, il y a tous les symptômes non moteurs de la maladie, comme les troubles digestifs, les troubles urinaires qu'on a un petit peu évoqués tout à l'heure, qui peuvent également être source de limitation dans la qualité du rapport sexuel. La sudation, la transpiration excessive peut également avoir un impact sur l'image corporelle que la personne peut avoir d'elle-même, comme le partenaire. Et puis les troubles du sommeil, quels qu'ils soient, qui vont souvent au fil du temps conduire à faire lits séparés, voire chambres séparées, ça va aussi avoir un impact dans la mesure où ça va effectivement limiter le contact physique et l'opportunité d'avoir une relation sexuelle, quelle que soit sa forme. Alors, de ce que vous dites, j'en retiens que la personne qui, elle, n'est pas malade de la maladie de Parkinson peut parfois être trompée parce qu'elle voit, par exemple, sur le visage de la personne qui est en face d'elle ou de lui, quelqu'un qui ne réagit pas. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il ou qu'elle soit beaucoup plus attentif aux réactions de l'autre? Oui, tout à fait. Je pense beaucoup plus à l'écoute? Oui, ce sont il va falloir peut-être passer par d'autres moyens de communication que simplement le corps, mais peut-être par la parole, par le toucher. Peut-être qu'il y a d'autres moyens effectivement pour initier une relation que simplement le fait effectivement d'avoir une expression qui est parfois difficile à traduire du fait de l'hypomimie au niveau du visage. Alors, je vais vous poser une question et je le poserai à nos deux spécialistes qui sont du côté de Grenoble, puisqu'il y a à la fois un aspect moteur et un aspect psychique dans la question que je vais vous poser. Comment finalement accepter ce corps qui devient moins mobile, qui a des douleurs? Alors, on va peut-être commencer avec l'aspect moteur et puis après, on regardera avec Emmanuel Schmitt l'aspect plus psychique. Docteur Frex. On vient de voir... d'un point de vue purement physique, mécanique, les troubles moteurs de la maladie vont avoir un impact sur la qualité de la relation. Alors, il va être important, effectivement, si ça a un retentissement sur la qualité de la relation, sur la qualité de la vie sexuelle, d'en parler à son neurologue, mais aussi éventuellement au gynécologue, à l'urologue. Le soignant, il va essayer peut-être d'identifier un petit peu la nature des difficultés et il va essayer de vous accompagner, éventuellement de proposer des adaptations, que ce soit des traitements ou des soins locaux ou bien une adaptation du traitement anti-parkinsonien pour limiter un petit peu l'impact négatif des troubles moteurs, faciliter le quotidien, la vie sexuelle, ce qui va avoir du coup un retentissement plus positif sur l'image qu'on peut avoir de son corps et puis la qualité de sa vie et sa vie sexuelle. Après, de façon plus générale, je pense que le maintien d'une activité physique, le fait de continuer à prendre soin de son corps, de se toucher, de se regarder dans un miroir, de continuer à s'habiller selon les codes qu'on aime, je pense que ça aide également à garder une certaine dignité et une image corporelle qui est positive. Et ça va aussi contribuer à une vie sexuelle meilleure, je pense, en termes de qualité. Et puis après, effectivement, il y a des choses très pratico-pratiques qu'on va éventuellement pouvoir prodiguer aux gens. Si effectivement l'image corporelle va limiter, du fait du trouble moteur, l'activité sexuelle, on va aussi pouvoir prodiguer des petits conseils en conseillant aux gens de choisir peut-être des moments où ils sont moins impactés par les troubles moteurs justement pour avoir un rapport sexuel et adapter leur vie en fait, hélas, aux fluctuations d'effets du traitement.
Alors vous dites qu'il faut en parler à son neurologue, mais justement, est-ce qu'on en parle à son neurologue ou est-ce qu'il n'y a pas une sorte de délicatesse qui fait qu'on n'ose pas aborder cette question, docteur Frex? Oui, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Effectivement, il y a souvent par honte ou par pudeur qu'on n'ose pas beaucoup parler de ces difficultés au neurologue. Alors, on verra. Et puis, le neurologue lui-même a des difficultés à l'aborder, hein, comme on l'a bien vu. Et c'est vrai que tant que le dialogue n'est pas ouvert, il est difficile d'avoir effectivement une relation de confiance et puis de pouvoir aborder ces problématiques qui restent encore très tabous, aussi bien du côté soignant que du côté soigné. Ok, Emmanuel Schmitt, on a vu un petit peu ce qui se passait avec le docteur Frex du côté moteur, si j'ose dire maintenant du côté psychique. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour accepter son corps? J'allais rebondir sur la remarque de Madame Frex en disant heureusement que nous, les psychologues, on a un peu moins de tabous, du coup on aborde ces thèmes-là plus facilement peut-être avec les patients. Donc oui, pour revenir à la question par rapport à comment accepter son corps qui devient moins mobile et puis avec des douleurs, déjà dans une première étape, bon, il y a beaucoup d'étapes d'acceptation dans cette maladie puisque c'est une maladie qui évolue et les problèmes moteurs, les difficultés vont pas être les mêmes en fonction d'où on en est. Mais en revanche, déjà la première étape, c'est de bien connaître, de se connaître et de connaître sa maladie. Donc ça va passer aussi par tout ce qui est processus d'éducation thérapeutique ou tout ce qu'on peut trouver comme expérience sur son propre corps, son corps de base et son corps avec la maladie de Parkinson. Donc ça passe par une connaissance de soi. Et ensuite, ça va passer par des exercices ou des choses qui nous permettent de reprendre confiance en nous, confiance dans notre corps, dans le fait qu'on a quand même une certaine maîtrise. Donc ça peut passer par de la relaxation, par des exercices de lâcher prise. Et c'est des exercices d'ailleurs qui peuvent se faire avec le partenaire, hein, des choses qui s'apprennent à deux quand même, d'avoir des relations sentimentales, sexuelles avec une maladie de Parkinson qui s'invite, c'est réapprendre la sexualité des deux côtés. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas que le patient qui doit faire avec son corps, s'adapter. L'autre également. Et ça passe vraiment par un dialogue qui, s'il n'est pas de bonne qualité dès le départ, peut rendre la sexualité problématique, ce qui peut ne pas être le cas. Si le dialogue est bien maintenu et que les deux partenaires font leur chemin à un rythme, on va dire, égal. Voilà, ça c'est important. Donc nous, c'est des choses qu'on peut aborder en séance en tant que psychologue, mais les sexologues également. Il y a pas mal d'acteurs qui peuvent aider les couples à se réajuster, à se réadapter. Mais la connaissance du corps, c'est aux patients de faire ses expériences corporelles, de les partager avec son partenaire aussi, de manière à ce que tous les deux puissent s'ajuster et faire avec ce corps un peu nouveau qui a des sensations nouvelles. Voilà, alors puisque vous parlez d'ajustement, justement, docteur Scheber-Noguera, dans la mesure où le patient ou la patiente a un rôle qui est moins actif au moment de l'acte sexuel, est-ce que la partenaire ou le partenaire doit en quelque sorte prendre plus, si j'ose dire, d'initiative pour compenser? Je pense qu'Emmanuel Schmitt a bien introduit ça en disant qu'en réalité, il n'y a pas un qui doit prendre la place de l'autre. On peut aider quelqu'un sans prendre sa place, ni de dévancer les désirs ou les souhaits des autres. Et ça, c'est très important parce qu'en réalité, quand on fait des enquêtes et dans beaucoup d'études, on sait qu'environ 30 à 40% des couples sont déjà très insatisfaits de leur vie sexuelle, pratiquement dès le début de la maladie. Et quand on va discuter avec ces couples et voir quelles sont les causes, oui, il y a des causes entre guillemets mécaniques, le manque d'érection, une lubrification qui n'est pas bien faite avec des douleurs lors des rapports, oui, mais c'est souvent parce qu'il n'y a pas eu de la part du malade et du conjoint une espèce de travail, de discussion pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que toi tu peux faire pour m'aider, sans prendre l'initiative à ma place. Ne pas prendre vos désirs. Ah, mais c'est parce que moi, j'aime comme ça et lui, il doit aimer. Non. Ce type de discussion est très important pour ne pas
inventer des désirs qui n'existent pas, pour ne pas créer des moments qui ne sont pas propices aux deux. Donc là, il y a un apprentissage de la maladie qui doit être fait par les malades, mais par son conjoint. Il faut que les conjoints puissent savoir. Vous dites vive la communication, mais est-ce que cette communication, par définition, n'est pas difficile? C'est pas facile pour un couple qui n'a pas de problème déjà de communiquer souvent. Donc, un qui a des problèmes, c'est encore plus compliqué. Oui. Comment initier cette communication? Les problèmes d'initier une communication, c'est il faut partir de ce qu'il y avait avant. Donc, c'est qu'est-ce que je dis toujours, vous n'allez pas transformer deux communicants en personnes qui ne parlent pas, de la même manière que si vous n'avez jamais parlé de ça avant, vous n'allez pas transformer un couple en quelqu'un qui va communiquer facilement et tout le temps sur la sexualité. Donc ça, c'est un travail. Valérie Frex a dit avant, il faut avoir avec qui parler, c'est-à-dire peut-être son neurologue, son médecin traitant, chercher un spécialiste tel qu'un sexologue. Il faut qu'il y aille souvent, et ça c'est une chose que je dis souvent aux gens, je peux être le troisième d'un couple pour aider à entamer une discussion. Hein? Comme ça, vous commencez en m'utilisant pour poser les questions et moi je vous réponds en vous transmettant les questions d'un à l'autre pour que vous appreniez à faire après. Mais il est vrai qu'on ne doit pas prendre des initiatives isolées sans consulter l'autre parce que nous ne pouvons pas prendre nos désirs, nos envies, même des choses pratiques du point de vue horaire à la place de l'autre. Alors Emmanuel Schmitt, on a un petit peu évoqué, je disais médiation, alors on ne va pas appeler ça médiation, on va peut-être appeler ça thérapie de couple. Est-ce que ça peut vraiment aplanir cette difficulté du couple si l'on suit une thérapie de couple? Alors, tout dépend de quelle difficulté on va parler. Si la difficulté, elle est d'ordre vraiment de l'intime, de la sexualité, à ce moment-là, aller chez une psychologue spécialisée en sexologie, une sexologue, pourrait suffire. La thérapie de couple, elle va être mise en jeu quand ces problèmes sexuels vont réveiller des difficultés conjugales. Des difficultés conjugales qui peuvent exister déjà avant, mais qui sont mises au grand jour parce que là, il y a des difficultés en plus qui touchent l'intime. Donc la thérapie de couple, elle va permettre le dialogue entre les partenaires, un dialogue qui déjà était peut-être problématique ou conflictuel. Donc cette thérapie de couple, elle va effectivement aider à aplanir ces difficultés de dialogue. Mais si chez un couple qui n'a pas déjà des bons dialogues, qui est déjà fragilisé sur ces aspects-là. Si on a un couple qui a des problèmes d'ordre sexuel dans l'intimité, mais qui à côté de ça sont de très bons communicants, ont une écoute bienveillante l'un de l'autre, la thérapie de couple, a priori, il n'y a pas tellement besoin pour ce genre de couple-là. Ça va vraiment dépendre de l'étendue de la difficulté à prendre en charge. Alors, question très pratique, je veux dire, qui doit prendre la décision? Est-ce que c'est le neurologue qui, voyant les difficultés d'un couple, va dire « Tiens, vous devriez suivre une thérapie de couple » ? Est-ce que le couple va être assez mature pour se rendre compte par lui-même qu'il doit suivre une thérapie de couple? Est-ce qu'il y a une tierce personne qui doit se mettre dans l'engrenage? Souvent, il faut quand même faire la proposition au couple. Parce que voilà, ils sont perdus avec leurs problématiques. Ils n'ont pas que cette problématique-là. Il y a aussi une maladie de Parkinson qui nécessite des rendez-vous chez le kiné, ou qui nécessite de l'orthophonie, ou qui nécessite des rendez-vous chez le neurologue. Et parfois, la santé sexuelle, elle va passer au dernier plan. Donc, c'est quand même à nous de montrer aux gens que c'est légitime de prendre en charge cet aspect-là, qui est, rappelons-le, extrêmement important pour la qualité de la vie. La sexualité fait partie des besoins fondamentaux, donc c'est quand même aussi important que d'aller chez le kiné quelque part. Après, on comprend que nos patients, ils vont devoir prioriser leur prise en charge. Mais c'est à nous, je pense, de leur proposer des choses. Après, à eux de s'en saisir ou pas. La démarche de prendre le rendez-vous, ça va venir d'eux, de toute façon. On ne va pas prendre rendez-vous à leur place. Oui, mais docteur Frex, vous le disiez vous-même, les consultations n'ont pas des durées indéterminées, enfin indéfinies, pardon. Oui. Donc, est-ce que vous avez le temps d'aborder ça? Vous disiez pas trop tout à l'heure, donc est-ce que vous avez le temps de dire à un couple, ben voilà, peut-être qu'il faudra aller suivre une thérapie de couple?
Oui, alors effectivement, si on a réussi à initier un peu le dialogue, je pense qu'il faut à un moment donné prendre le temps de le faire parce que ça a un tel impact, je pense, sur la qualité de vie. Et puis tant pis, ben, au cours de cette consultation, on aura peut-être moins abordé une autre problématique, mais si on a pu effectivement initier cette communication, je pense que c'est important de prendre le temps. On n'a pas forcément les compétences pour donner le meilleur conseil. Et c'est là où, effectivement, on va proposer aux personnes de s'orienter vers tel ou tel spécialiste pour essayer de les accompagner et de les aider. Mais est-ce que l'erreur, justement, ne serait pas de minimiser le problème sexuel? Alors vous, finalement, vous êtes neurologue, c'est pas votre job, hein, ça. Pardon de vous le dire aussi franchement, mais c'est aussi notre job. Mais c'est aussi votre job, mais c'est pas votre job principal. Donc après tout, certains peuvent dire on va minimiser ce problème parce que c'est pas très important. Moi, il faut surtout que j'améliore les symptômes de la maladie. Est-ce que c'est pas le risque? Pardon, alors, hein, je vous fais un procès. Quand on recense un petit peu, quand on voit un peu dans les études et qu'on recense, on voit la place en fait que les gens attribuent à l'importance du retentissement des difficultés sexuelles. Hein, on voit que sur 24 propositions, les difficultés sexuelles, elles arrivent dans la première partie, hein, en 12e position. Donc je pense que c'est important, même si on est gêné, qu'on n'a pas forcément l'expertise, contrairement à Madame Scheber-Noguera qui est unique, pour aider les personnes. Je pense qu'effectivement, s'il y a une plainte, il faut savoir l'entendre et puis essayer avec les moyens qu'on a d'y répondre selon nos capacités. Alors, je donne 2 secondes la parole au docteur Scheber-Noguera et puis je reviens vers vous sur cette même question. Je pense qu'il faut toujours trouver les temps, oui, et de temps en temps, nous pouvons trouver les temps par des biais différents. Parler par exemple des troubles urinaires, les malades parlent assez facilement parce que ça les gêne beaucoup. Des troubles anorectaux, encore plus. Dans les Parkinson, on est souvent constipé et on parle. Et en général, c'est qu'est-ce que je disais dès le début, quand les troubles urinaires, quand les troubles anorectaux apparaissent, il y a souvent les troubles sexuels. Donc, il faut avoir une écoute de ça. Donc, même quand les malades ne disent pas forcément « j'ai des troubles sexuels », quand les malades vous parlent des troubles urinaires, des troubles anorectaux, c'est peut-être la petite fenêtre qu'on peut utiliser pour au moins poser la question. Nous ne sommes pas tous formés, absolument pas. Et je suis tout à fait consciente que c'est une grande difficulté pour toutes mes collègues neurologues de ne pas avoir la formation. Mais l'information, c'est-à-dire écouter et donner une bonne information, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Ça va occuper un peu de temps dans notre consultation, mais exactement comme Valérie Frex a dit, il y a un moment où on ne peut pas dans toutes les consultations remplir que de l'UPDRS, faire les gens marcher. Il faut à une consultation donnée ou à un moment où le malade est un petit peu plus stable, poser ce type de questions et utiliser donc indirectement les questions du malade sur les troubles urinaires et anorectaux pour rebondir sur la partie sexuelle. Voilà, en tout cas, moi je peux vous dire, parce que je commence à voir arriver les questions qui arrivent par le chat, que là, les questions sur les troubles de la sexualité ou les problèmes qui sont rencontrés par les malades de Parkinson remontent très clairement sur les questions. Donc on va pouvoir avoir l'occasion de prendre ces questions d'ici une petite demi-heure. Mais je voudrais revenir vers vous, docteur Frex, puisque je voudrais qu'on parle à nouveau de désir. Est-ce que ce désir sexuel peut être amoindri par la prise de certains médicaments? Alors là, je parle des médicaments autres que ceux qui sont prescrits dans la maladie de Parkinson. Je pense par exemple à des médicaments comme les antidépresseurs ou les antihypertenseurs. Effectivement, les antidépresseurs font partie de ce qu'on appelle les médicaments dits psychotropes, qui sont des molécules qui vont en fait interagir avec ce qu'on appelle les neuromédiateurs, qui sont les carburants de notre cerveau, et les neuromédiateurs qui sont impliqués dans le contrôle de nos émotions, de notre motivation. Et les antidépresseurs, ils peuvent avoir un impact sur le désir par ce biais-là et sur l'excitation sexuelle. Ils ont également un effet un peu plus direct, ou en tout cas différent, tout comme vous avez cité aussi les antihypertenseurs. Effectivement, certains médicaments à visée cardiovasculaire, on peut être aussi amené à prendre, même si on a une maladie de Parkinson, on n'est pas exempt d'autres comorbidités, d'autres maladies chroniques. Et ces médicaments, que ce soit les médicaments à visée cardiovasculaire et les antidépresseurs, peuvent aussi avoir un impact ou un effet sur l'acte sexuel physique lui-même.
en entraînant notamment, par exemple, chez l'homme, des modifications des capacités d'érection. Et effectivement, il peut y avoir des difficultés qui ne vont pas être forcément attribuées d'emblée au traitement. Et ça va être important justement d'en parler auprès du neurologue, parce que le neurologue lui-même, quand il va vous accompagner, vous proposer d'adapter votre traitement, il n'en est pas forcément conscient non plus. Et c'est important d'identifier effectivement le rôle de ces molécules pour pouvoir éventuellement adapter les choses s'il y a un impact délétère sur la qualité de votre vie sexuelle. D'où l'intérêt d'en parler à son neurologue, docteur Frex, parce que je pense qu'une personne qui vient vous voir pour soigner sa maladie de Parkinson ne va pas obligatoirement vous dire d'entrée, je prends aussi des antidépresseurs, par exemple. Non, après, ça va être aussi notre rôle, nous, dans le dialogue qu'on va avoir avec la personne, d'essayer d'identifier effectivement s'il y a d'autres traitements qui sont pris pour mener notre petite enquête et puis après donner le meilleur conseil possible. Alors Emmanuel Schmidt, maintenant je vais vous poser la question qui fâche Emmanuel, parce que finalement je vais poser la question et la réponse que vous allez apporter va être certainement écoutée avec beaucoup d'attention par toutes les personnes qui nous écoutent lors de ce débat, puisque je voudrais savoir s'il existe, je dirais, des exercices pratiques, des techniques simples à apprendre qui permettraient d'améliorer le vécu de sa sexualité. Alors là, je peux vous dire qu'Emmanuel, je pense que beaucoup de gens sont suspendus à vos lèvres. Bon, alors j'ai bien fait d'essayer de faire une grosse recherche de toutes ces techniques parce que moi-même, j'étais pas tellement au fait. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est peut-être pas exhaustif. Par contre, je laisserai mes collègues compléter sur le plateau parce que voilà, je pense que c'est une réponse qui peut se faire à plusieurs voies. Donc, ce qu'il faut planter comme décor, c'est que déjà, on l'a vu et répété, les difficultés motrices, les fluctuations, le fait de peut-être prendre un traitement pour améliorer les érections, tout ça, ça rend le rapport sexuel beaucoup moins spontané et beaucoup plus cognitif, c'est-à-dire beaucoup plus réfléchi, planifié. Donc, certains exercices, notamment quand j'ai recherché un peu dans des documents de sophrologie, essaye de restaurer quelque chose de l'ordre de la sensorialité, où on réfléchit un petit peu moins. Donc, ce sont des exercices soit de pleine conscience du corps, donc apprendre à se regarder, à regarder son corps, à regarder le corps de l'autre, des exercices aussi de visualisation qui permettent de travailler sur la féminité ou sur la virilité pour les hommes, de manière à appréhender tout ce qui est anxiété du rapport, anxiété de la performance, panne sexuelle, etc. Donc là, il y a plein d'exercices à aller piocher dans le domaine de la sophrologie. Donc, que ce soit par de la respiration, entraîner son corps aux sensations, en touchant différentes matières, différentes substances, qui peuvent se faire seules ou à deux, qui peuvent être aussi utilisés, ces exercices de sensorialité, comme des prémices de jeux sexuels, par exemple. C'est très intéressant comme aborde la sophrologie. Par ailleurs, j'ai trouvé des choses très intéressantes aussi dans le domaine de la sexologie, notamment avec une méthode qui s'appelle le Sensate Focus, donc la focalisation sur les sensations, qui est une méthode qui me semble très progressive avec différentes étapes. D'abord, se centrer sur les sensations corporelles, puis un peu plus sensuelles, et progressivement aller vers l'aspect sexuel. Et c'est des méthodes c'est une méthode qui est utilisée dans les cas d'appréhension de l'acte sexuel, d'anxiété, de dépression, quand il faut avoir un rapport sexuel, etc. D'autres couples un peu plus ouverts ou plus communicants pourront aussi tester ce qui est jeu de rôle. On a aussi dans certaines thérapies des exercices pour améliorer sa communication sexuelle, savoir communiquer sur ce qui se passe bien dans le couple et savoir aussi à des moments ne pas communiquer verbalement mais laisser jouer la sensorialité.
Donc, il y a aussi, voilà, il y a quand même pas mal de choses, des méthodes beaucoup plus pratico-pratiques par rapport au contrôle de l'érection, par rapport à la courbe de désir aussi, travailler sur ces fluctuations qu'il peut y avoir dans l'acte pour les personnes qui ont des difficultés à arriver à l'orgasme. Donc, il y a plein de méthodes à aller piocher dans les sphères plutôt sexologie, sophrologie. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres méthodes. Je ne sais pas si Madame Scheber-Noguera voudrait compléter ma réponse, ou Madame Frex d'ailleurs. Voilà, Madame Scheber-Noguera va les compléter. Et je rappelle aux personnes qui nous écoutent que la vidéo que vous vivez en ce moment en direct sera sur le site de France Parkinson. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes sur tout ce que racontait Emmanuel Schmitt, vous pourrez revenir sur la vidéo et reprendre en note plus calmement. Alors, Madame Scheber-Noguera. Pour ceux qui attendent que je sorte les Kama Sutras de Parkinson, c'est perdu, je ne l'ai pas. Emmanuel non plus, nous n'avons pas. En réalité, je vais juste compléter ce qu'Emmanuel a dit, que c'est très important. Il faut que vous pensiez que la vie sexuelle n'est pas que des rapports. Et que donc, trouver une sexualité épanouie, c'est aussi savoir trouver les sensations, ce qui est agréable, ce qui vous fait plaisir, ce qui peut faire plaisir à l'autre. Et donc, dans les techniques qu'Emmanuel a citées, et qui sont vraiment des techniques qui peuvent aider beaucoup, mon grand frein a toujours été d'expliquer aux gens que pour entrer dans ces techniques, il faut que ce soit les couples. C'est un travail qu'on fait sur soi, en tant que patient, oui, mais qui dépend beaucoup du couple pour trouver les bons gestes, les bons endroits de stimuler, les bons endroits. Donc, et sortir de l'idée que tout ce que vous avez vécu avant doit être exactement maintenant la même chose. Donc, certaines positions, certains gestes, certaines caresses que vous appréciez avant peuvent devenir maintenant une source désagréable parce que ça crée des douleurs, ça crée des contractions, ça crée des tremblements. Et donc, ça fait partie de la rééducation, donc la rééducation sexologique d'un couple parkinsonien, c'est savoir trouver aussi quels sont les gestes à éviter qui provoquent des douleurs, quels sont les gestes qui, par contre, deviennent agréables et à quel moment les faire. Là, ça entre tous les côtés on-off, les moments oui, les moments non, qui parfois changent. Avant, j'étais quelqu'un très bien les soirs, maintenant, je suis beaucoup mieux les matins au réveil, savoir ça. Et donc, ça fait partie de la communication, mais qui fait partie aussi de ce qu'on apprend dans la sophrologie pour la relaxation, pour apprendre à apprivoiser son nouveau corps et l'utiliser, et de savoir l'utiliser à bon escient avec un autre. Et ça s'apprend. Il y a des horaires différents, des moments différents, des gestes différents et des positions différentes. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre, je dirais, la sévérité de la maladie et l'importance des troubles sexuels? Est-ce que les deux, je dirais, sont linéaires, sont parallèles? Pour certains aspects, oui. Donc, évidemment, c'est ce que je dis. Par exemple, pour les troubles de l'excitation et du désir, on sait que dès que la dépression est là, dès que la maladie elle est plus évoluée, donc c'est ce qu'on appelle la fameuse échelle que vous voyez vos neurologues cocher quand vous êtes là, le PDRS, les plus il est élevé, les plus la maladie évolue, les plus difficile c'est. Mais non, ce n'est pas forcément. On oublie, et là je vais sortir une virgule en dehors du Parkinson, c'est juste parce que ça entre dans les Parkinson, c'est que quand vous parlez des malades avec des grands handicaps, quand on a fait des études sur différents handicaps, donc on a pris les malades tétraplégiques, on a mis des malades avec des maladies rhumatologiques, des polyarthrites rhumatoïdes sévères, donc des malades avec des handicaps sévères. Et donc quand on est dans une maladie de Parkinson évoluée, on est dans des handicaps sévères, on n'a pas, pour les couples qui ont maintenu une sexualité, on n'a pas une insatisfaction sexuelle plus grande. Donc, ce n'est pas forcément le fait que vous êtes plus handicapé physiquement qui vous enlève la satisfaction sexuelle plus. Alors, on va parler maintenant de la prise des traitements qui sont directement liés à la maladie de Parkinson et je pense en particulier à la prise d'un traitement agoniste dopaminergique. Est-ce que ça peut provoquer des modifications du comportement sexuel? Malheureusement, oui, beaucoup. Et maintenant, depuis peu, c'est devenu un peu à la mode de parler, mais on a pendant très longtemps évité de discuter. Mais malheureusement, les traitements agonistes dopaminergiques peuvent avoir un impact sur les comportements général,
mais du comportement sexuel, c'est le thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui disent que c'est une histoire moderne, je vous rappelle juste que la première description des troubles du comportement sexuel dans la maladie de Parkinson date de 1959, donc ce n'était pas d'hier. Donc, les problèmes sont liés à une chose qui s'appelle les troubles du contrôle des impulsions. Nous avons tous des impulsions dans tous les sens, hein, pas seulement du point de vue sexuel, mais dans tous les sens. Et ces contrôles des impulsions, c'est lié à certaines régions cérébrales, à un contrôle qui passe par un circuit cérébral qui peut être impacté directement par la prise de certains médicaments, en particulier les agonistes dopaminergiques. Et dans cette perte de contrôle des impulsions, on va retrouver l'apparition des troubles de la sexualité tels que l'hypersexualité. Entre 3 et 7% des malades qui prennent des agonistes dopaminergiques vont développer des troubles du comportement sexuel, une hypersexualité. Ce n'est pas les mêmes chiffres pour tout le monde parce que ça dépend du médicament. Ce n'est pas tout à fait identique pour tous les... Il y a différents types d'agonistes dopaminergiques. La réponse n'est pas la même pour tout. Par contre, on va arriver à 15-17% des malades avec des comportements d'hypersexualité ou des troubles du comportement sexuel quand on a en plus de l'agoniste dopaminergique, la dopaminothérapie qui, en général, est utilisée. Donc, ce qui est très étonnant et qu'il faut que les gens gardent bien, c'est que vous pouvez avoir des troubles du comportement sexuel avec une hypersexualité dans les sensations, même quand vous avez des troubles de la sexualité. Donc, vous pouvez avoir des gros troubles de l'érection, y avoir une hypersexualité. C'est très étonnant de dire ça, mais c'est tout à fait possible. Et ces troubles du comportement sexuel peuvent y aller jusqu'à ce que nous appelons des paraphilies, qui sont des vraies modifications du comportement sexuel, telles que les fétichismes, telles que la modification de vos goûts, de vos tendances. Vous avez des orientations sexuelles qui peuvent changer du tout au tout. Vous pouvez devenir tout d'un coup zoophile. Il y en a des cas décrits. Fort heureusement, ce n'est pas toutes les malades, mais c'est des choses qui sont possibles d'exister et qui doivent être abordées avec les malades quand on va prescrire et plus tard, comme Valérie probablement va parler après. Voilà, et puis peut-être un mot du côté d'Emmanuel Schmitt. C'est vrai que quand on se retrouve avec ces cas d'hypersexualité, là ça pose de vrais problèmes pour le couple. Oui, tout à fait. On en revient toujours à informer les gens, hein. Informer sur le fait que c'est un effet secondaire des traitements. C'est même quelque chose de très médico-légal de les informer, hein. On doit informer les gens que l'hypersexualité, vu les conséquences que ça peut avoir, peut être un effet des traitements. Quand il s'agit d'aborder le sujet avec nos patients ou avec le conjoint, parce que c'est quand même souvent le conjoint qui nous en parle, en tout cas du caractère pathologique, on va évoquer cette histoire de médicaments parce que ça va déculpabiliser un peu la personne et ça va ouvrir la parole. Ça peut prendre effectivement différentes formes, comme l'a dit Madame Scheber-Noguera, avec des formes un peu plus rares, hein, comme les paraphilies, mais la plupart du temps, c'est quand même soit de la recherche de partenaires, soit une augmentation de la masturbation, des pensées sexuelles qui deviennent un peu intrusives, et surtout des patients qui vont avoir énormément de demandes en fréquence avec leur partenaire. Comme le partenaire peut se sentir un petit peu, vraiment harcelé par son conjoint. Voilà, donc il est déjà arrivé qu'il y ait une personne qui ait des désirs pour jusqu'à 10 fois dans la même journée, quoi. Oui. Oh, oui. Alors, docteur Freg, c'est à ce moment-là qu'on se retourne vers son neurologue et qu'on dit « Docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Oui, tout à fait. Et pour rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit le docteur Scheber-Noguera et Madame Schmitt, il n'y a aucune honte, effectivement, à parler à son neurologue de ces modifications des habitudes sexuelles. La difficulté étant pour la personne d'identifier qu'il y a une modification et que cette modification, elle a un caractère anormal. C'est toute la difficulté. Où est-ce qu'on met les limites? Et il n'est pas rare que la personne, elle ne va pas avoir de plainte parce que le trouble, la modification, elle va s'installer de façon assez insidieuse. Quand est-ce qu'on met une limite? C'est souvent difficile pour la personne de s'auto censurer en quelque sorte ou de s'auto-critiquer.
D'où l'importance, effectivement, d'associer le partenaire, le conjoint, l'entourage, qui, comme disait Madame Schmitt, va souvent être la personne qui va alerter, ou souvent elle ne va pas oser, alors elle va trouver des moyens détournés pour nous contacter, elle va nous envoyer un mail avant, appeler les secrétaires en disant qu'on veut nous parler pas en présence de la personne concernée. Donc parfois c'est pas facile non plus pour l'entourage. Je pense que le rôle en tout cas du neurologue, ça va être bien évidemment, s'il y a un trouble qui survient, d'adapter le traitement pour que les personnes ne soient plus confrontées à ces difficultés qui ont parfois des conséquences graves sur le plan y compris médico-légal. Mais notre rôle, c'est aussi beaucoup de prévenir, de former les gens, d'informer les gens, l'entourage, justement pour prévenir ces difficultés, parce que quand c'est survenu, ça peut détruire effectivement la qualité d'une relation au sein d'un couple, au sein d'une famille. Et ça, il faut absolument qu'on l'évite. Est-ce que vous réussissez par, je dirais, un changement de posologie à limiter un peu cette hypersexualité? Oui, alors effectivement, ça peut être des changements de posologie, ça peut être des changements de molécules, parce que parfois, des gens vont avoir des modifications du comportement avec une molécule et pas avec l'autre. Ça, c'est des choses qu'on voit. Et puis, il y a aussi des choses qu'on connaît maintenant un petit peu mieux, même si elles ne sont pas utilisées en routine. C'est ce qu'on appelle les principes de la pharmacogénétique. On sait désormais qu'il y a des personnes qui sont à risque de développer des modifications du comportement, que ce soit le comportement sexuel ou tout autre comportement, avec l'utilisation de telle ou telle molécule. Probablement dans les années à venir, on arrivera à identifier un petit peu ces facteurs de risque de façon plus facile et justement à prévenir et à éviter la prescription des molécules à risque, en tout cas des molécules qui sont susceptibles de provoquer ces troubles chez des personnes à risque. Emmanuelle Schmitt, après cette période d'hypersexualité, comment faire finalement pour retrouver cet équilibre dans le couple? Parce que la personne qui a été, si j'ose dire, victime de cette hypersexualité peut être totalement déstabilisée. Oui, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui est très clivant dans le couple pour différentes raisons. La personne qui a eu peur de la relation sexuelle avec son conjoint parce que trop fréquente, parce que les fantasmes ont évolué et ne correspondaient plus. On l'a évoqué tout à l'heure, il faut que les besoins, les désirs sexuels soient relativement cohérents dans un couple pour que tout le monde soit satisfait. Et à ce moment-là, on crée quand même une insatisfaction en cas d'hypersexualité. Et puis, il y a le cas aussi du conjoint qui a vécu une relation extra-conjugale. Donc, ça va toucher la sphère intime, mais ça va toucher aussi la confiance qu'on a dans l'autre. Et le conjoint a aussi besoin d'être reconnu en tant que victime dans ses comportements. Souvent, le malade, il est reconnu comme étant victime de son traitement, mais le conjoint, dans tout ça, n'est pas tellement pris en charge. Et effectivement, ça crée une asymétrie, ça crée des rancœurs qui restent très durables. Et là, tout à l'heure, on parlait des thérapies de couple. Là, la thérapie de couple a vraiment son travail à faire pour pouvoir crever l'abcès, pour pouvoir refaire table rase et repartir sur des bases de confiance et d'intimité qui sont satisfaisantes pour les deux. Donc, effectivement, ça laisse beaucoup de traces et il ne faut pas croire que parce qu'on change le traitement et que l'hypersexualité s'en va, ça ne va pas laisser une trace dans le couple. Donc, c'est très important de mettre au travail ça une fois que l'hypersexualité est à distance et que le patient peut être un peu critique aussi sur les comportements qu'il a pu avoir. Alors, pour que les personnes qui vont poser dans quelques secondes des questions sachent bien où elles mettent les pieds, je vais poser une question à vous-même et au Dr Frex pour bien résumer. Finalement, par qui et comment sont pris en charge les troubles sexuels? Je pense, pas parce que je suis neurologue, mais parce que la maladie de Parkinson, votre première... les premières recherches qu'on fait de maladie de Parkinson, on sait c'est une maladie neurologique, donc c'est votre neurologue, les premiers interlocuteurs avec qui vous pouvez parler. Aussi parce qu'il doit être au courant du traitement que vous avez, mais ça nous fait déjà dans la tête, en tant que neurologue, un tri si, tiens, ce qu'il décrit peut être
un rapport à tel ou tel traitement. Donc, il faut savoir parler à son neurologue, indiscutablement, et à nous, les neurologues, de faire les liens vers d'autres interlocuteurs qui peuvent être nécessaires, tels que des urologues, des gynécos, des sexos, mais je pense que c'est essentiel qu'on parle à son neurologue pour que les neurologues soient au courant. Docteur Frex, vous êtes la porte d'entrée, si j'ose dire, en tant que neurologue. Oui, et après, je pense que le rôle du neurologue, justement, devant ces difficultés, ça va être d'arriver à initier en fait un dialogue avec la personne qui vient en consultation et qui va nous permettre d'établir une relation de confiance, que ce soit avec la personne elle-même, avec le proche qui accompagne souvent aussi la personne en consultation et qui va nous permettre ensuite d'établir une communication, un dialogue et qui va peut-être libérer un peu la parole. Je suis assez d'accord que la complexité de la maladie fait que le neurologue, il va peut-être essayer, de par sa connaissance de la maladie, d'identifier effectivement la nature des difficultés et lui pouvoir éventuellement faire appel à d'autres spécialistes pour accompagner et aider les personnes qui sont en difficulté. Alors Emmanuel Schmitt, ça ne sera pas la conclusion parce qu'on va prendre tout de suite des questions de toutes les personnes qui sont sur le chat depuis le début de ce débat, mais je dirais finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux penser ou parler sensualité que sexualité ? J'aurais envie de dire qu'il faut parler et penser les deux, parce que l'un va avec l'autre, mais au fil de la vie déjà et au fil de la maladie de Parkinson, et ben parfois la sensualité, la sensorialité va être au premier plan, parce que l'acte sexuel va être plus difficile. Parfois, tout va se rééquilibrer. Mais je pense qu'il faut continuer de parler des deux, en fait. Des fois, des couples vont se satisfaire de la sensorialité, de la sensualité, et parfois, quand il y a un peu plus, ce sera satisfaisant aussi. Mais il faut garder dans la sexualité des personnes âgées, mais aussi des personnes parkinsoniennes et des personnes en santé, voilà. Il faut garder la notion de ces deux aspects-là, qui est vraiment importante. Alors, on va partir sur les questions qui nous sont posées depuis le début, et je dirais, je vais demander à la régie de mettre les trois participants à l'écran, parce que vous me ferez un petit peu signe pour savoir qui va prendre la réponse à la question. Donc, je prends les questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Première question, qu'est-ce qui est à l'origine des troubles sexuels? Est-ce que c'est la maladie ou la thérapie? Peut-être docteur Scheber-Noguera. C'est les deux, ou ni l'un ni l'autre, si vous voulez. Ça peut être la dépression, tout simplement parce que la malade est déjà déprimée avant. Ça peut être qui est la maladie. Il ne faut pas oublier que dans la maladie de Parkinson, nous avons une modification des transmetteurs à niveau cérébral. Donc, on a une modification de la dopamine elle-même. Tout le monde maintenant connaît quand on parle de la dopamine pour les Parkinsoniens. Et ces circuits de la dopamine, les circuits dopaminergiques dans les cerveaux, fait partie d'un circuit beaucoup plus vaste qu'on appelle les circuits du contrôle des impulsions, du contrôle de la recherche de la récompense. Et donc, la modification de ces circuits par les manques de la dopamine va modifier et va créer des troubles du comportement sexuel, mais tout simplement de la sexualité elle-même. Donc, il y a des choses qui sont directement liées à la maladie, au manque de dopamine ou à une mauvaise distribution de la dopamine, et il y a des choses qui sont liées à tout ce qui vient de la maladie, la dépression, la rigidité, et des choses qui n'ont pas du tout à voir avec la maladie, qui sont les conflits qui peuvent apparaître dans les couples. Alors, une question qui s'adresse peut-être à Emmanuel Schmitt. On nous reproche pendant ce débat, Emmanuel, de ne pas avoir parlé de l'exagération des fantasmes sexuels. Alors peut-être que Mme Scheber-Noguera en parlera. Mais ça fait partie de l'hypersexualité. Où voilà, il peut y avoir une augmentation des fantasmes, une modification des fantasmes. C'est un peu ce que je voulais dire en disant qu'il y a des pensées sexuelles qui deviennent intrusives, c'est-à-dire des gens qui vont penser à l'acte sexuel de manière quasi permanente et qui vont effectivement avoir une augmentation soit en fréquence du nombre de fantasmes, soit en qualité avec des fantasmes beaucoup plus élaborés ou complètement différents de leurs normes sexuelles avant. Donc ça peut, voilà,
le fait d'être surstimulé sur ces circuits de la recherche de plaisir, hein, ces circuits dopaminergiques qui modifient les comportements, ça va lever l'inhibition. Donc là où on avait peut-être une inhibition sociétale ou de l'ordre de notre éducation, bah, cette inhibition-là va être levée et ça va effectivement fournir des fantasmes très, très fleuris. Voilà, alors je reste avec vous, Emmanuel, parce que j'ai une autre question d'une personne qui nous dit: je suis une femme seule de 43 ans, j'ai une appréhension de la rencontre amoureuse car je me dis que la maladie prend toute sa place et pourtant j'ai du désir. Et pour l'instant, ces désirs ne sont pas satisfaits puisqu'ils sont satisfaits simplement par la masturbation, nous dit-elle. C'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes célibataires avec la maladie de Parkinson ou avec une maladie chronique de toute façon. C'est l'appréhension de la rencontre, le fait qu'on se rencontre à trois et pas à deux. Et ça, c'est quelque chose de difficile dans la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que vous allez rencontrer l'autre, mais vous venez déjà avec votre petit Parkinson sur l'épaule. Et ça, c'est comment ça va être accepté par l'autre, comment je vais le dire à l'autre. Donc, on n'est même plus dans une dimension purement sexuelle, on est dans une dimension de la relation, de l'acceptation de la maladie. Donc ça, par contre, vraiment, c'est quelque chose d'important à mettre au travail, peut-être avec une psychologue, avec quelqu'un de confiance, qui permettra à cette dame d'avoir suffisamment confiance en elle pour aborder la maladie ou la laisser chez elle au moment de la rencontre, si c'est possible. Mais il ne faut pas rester comme ça. C'est dommage de se limiter dans ces rencontres parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce petit bonhomme Parkinson sur l'épaule. Alors, je reste avec vous, puis après, on demandera un complément de réponse au docteur Cheber Noguera. Une personne qui nous dit la perte du désir féminin est-elle réversible? Alors, non, c'est peut-être au docteur Frex que je vais poser la question. La perte du désir féminin est-elle réversible par une adaptation du traitement ou par des exercices? Alors, c'est vrai que la perte du désir, elle est souvent associée comme le disait le docteur Cheber Noguera et Emmanuel Schmitt, à la carence dopaminergique. Et elle va apparaître, alors parfois avant qu'on fasse le diagnostic de la maladie ou en tout début de maladie. Et c'est vrai que quand on va établir le diagnostic, on va débuter un traitement dopaminergique, les gens vont souvent voir une modification de leur désir, une augmentation ou un retour à un désir qui va se rapprocher de leurs habitudes préalables. Et puis, après, au cours de l'évolution de la maladie, le désir, il peut effectivement fluctuer pour différentes raisons, effectivement en lien avec la carence dopaminergique, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Donc, avec les traitements antiparkinsoniens, on va pouvoir agir en partie sur la baisse du désir liée à la carence dopaminergique. Après, c'est pas simplement en adaptant le traitement qu'on arrivera à rétablir un désir. Il y a toute une prise en charge plus globale avec l'accompagnement, l'acceptation, effectivement le travail sur l'image corporelle qui vont être importants pour permettre à la personne d'avoir un désir qui va se rapprocher de son niveau antérieur. Alors, j'enchaîne avec une autre question qui concerne toujours les médicaments. Une personne qui dit les médicaments semblent modifier la libido. Alors, je sais que c'est un mot que déteste ma voisine, donc je veux dire qu'ils semblent modifier le désir, si vous permettez que je corrige la question. Sexualité exacerbée à mon avis, merci de vos infos. Alors, je répète, les médicaments semblent modifier le désir, sexualité exacerbée. C'est un petit peu, quand on parlait des cas d'hypersexualité, on est un peu dans ce cas-là, docteur Frex. Oui, tout à fait. Hein, c'est ce qu'ont abordé Madame Schmitt et le docteur Cheber Noguera, sont les modifications des comportements liés au traitement en partie agoniste dopaminergique, mais pas seulement. C'est souvent l'association de plusieurs molécules et c'est un état globalement hyperdopaminergique qui va peut-être modifier les comportements sexuels, pas chez tout le monde. Hein. Toutes les personnes ne sont pas exposées au même risque. On va avoir des gens qui peuvent avoir des traitements à très forte dose qui n'auront jamais de modification dans le sens pathologique. Et puis, des personnes qui, avec de petites doses de médicaments, vont être confrontées à des difficultés. Donc, c'est important, en tout cas, de l'identifier. Alors, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, de prévenir les gens, de prévenir l'entourage de ce risque. Et c'est important pour l'entourage, pour les personnes, de ne pas hésiter à le rapporter, à le signaler à leur médecin si ces phénomènes surviennent. Et puis, si c'est difficile d'en parler au médecin,
si c'est plus facile d'en parler, je ne sais pas, à l'infirmier qui intervient ou kinésithérapeute, à une personne avec laquelle on a établi une relation de confiance, peut-être que ces personnes, elles peuvent aussi avoir un peu un rôle de lanceur d'alerte et pouvoir nous contacter. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être importantes pour que nous, après, on arrive à réaborder ces choses lors de la consultation. Alors tout à l'heure, docteur Cheber-Noguera, vous disiez que les fuites urinaires, quelquefois, pouvaient être aussi des signaux d'alerte. Alors j'ai une dame de 73 ans qui a été décelée parkinsonienne il y a 2 ans, qui nous dit qu'elle souffre beaucoup de fuites urinaires, Oui. que ça l'empêche de dormir, puisque ça peut arriver jusqu'à 3 fois dans la nuit, Oui. et qu'elle a aussi des fuites urinaires au moment des rapports sexuels. Ça a l'air de beaucoup la déranger. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des choses à faire dans son cas? Énormément. Il ne faut pas oublier que les troubles urinaires dans les Parkinson, c'est quelque chose de très cadré, dont on a beaucoup plus de littérature et surtout beaucoup plus de choses à proposer, parce que les troubles urinaires chez les malades parkinsoniens, c'est 94% des parkinsoniens, donc c'est pratiquement tous, et il y a des examens, des prises en charge, des traitements médicamenteux et des traitements non médicamenteux qui peuvent être mis en place. Mais ce que cette dame dit, donc ce qu'on appelle la pollacurie, les besoins de s'élever plusieurs fois la nuit pour faire pipi. 3 fois chaque nuit. Oui, 3 fois la nuit, mais j'en ai des malades qui s'élèvent 8 fois la nuit, donc elle n'est pas encore dans des pelotons de tête. Vous Ou allez des la gens qui vont, rassurer, oui, mais 3 par nuit, c'est déjà, pour dormir, ça devient très difficile d'avoir un sommeil réparateur. Mais souvent, ces besoins réguliers dans la nuit sont aussi accompagnés de plusieurs besoins réguliers dans la journée. Et donc, ce type de problèmes sont des problèmes extrêmement fréquents dans les Parkinson. Et les traitements existent. Et les traitements doivent être pris en compte, ils doivent être faits. Il y a des bilans à faire, mais il y a des traitements. Auprès de qui? Ah là, c'est... Bon, c'est normalement, il y a des services de neurourologie dans tous les grands centres de services de neurourologie parce que c'est un problème neurologique associé à l'urologie. Donc, les urologues seulement ne peuvent pas toujours prendre en compte ça. C'est souvent les urologues qui ont eu une formation de neurourologie qui vont prendre en charge, mais maintenant, il y en a pratiquement dans tous les centres hospitaliers, des grands centres hospitaliers universitaires, il y a des services de neurouro pour ça. Alors, une question maintenant qui s'adresse à Emmanuel Schmitt. Emmanuel, j'ai une question d'une personne qui n'est pas dans le couple, la personne qui est atteinte par la maladie de Parkinson, mais qui est, en l'occurrence, je pense, la conjointe, enfin, peu importe, qui nous dit, voilà, on est surtout perdu avec les addictions. Alors, c'est la conjointe, puisqu'elle me dit, on est surtout perdu avec les addictions du conjoint, la maladie ou le traitement. Comment peut faire cette personne qui est perdue face à la fois aux addictions et au traitement de son conjoint? Oui. Bon, déjà, il faut savoir si cette personne, elle peut se rendre à la consultation avec son conjoint, parce qu'elle aura aussi des éléments de réponse pour faire la part des choses. Après, il y a beaucoup de choses de faites au niveau associatif, au niveau de France Parkinson, il y a quand même de nombreuses documentations qui permettent de mieux connaître la maladie de son conjoint. Beaucoup de choses à destination des aidants. Il faut se renseigner auprès des centres aussi dans sa région s'il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui acceptent les accompagnants. En fait, souvent, on est perdu parce qu'on manque d'informations, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est lié à la maladie, qu'est-ce qui est lié aux médicaments. Donc, c'est important que le conjoint puisse venir à la consultation, poser également des questions, parce que c'est quand même la personne qui vit au quotidien et qui est aussi source d'informations nécessaires pour le neurologue. Donc, en fait, la réponse à cette question, elle est vaste parce que cette question, elle en engendre plein d'autres. C'est comment on prend aussi en charge les accompagnants de ces patients parkinsoniens. Mais maintenant, des sources d'informations qui permettent de connaître les effets secondaires, qui permettent de connaître les symptômes, il y en a quand même beaucoup. Et beaucoup sont adaptés aux accompagnants. Donc, il faut aller rechercher auprès des associations, notamment France Parkinson. Je sais qu'il y a beaucoup de documentation, mais auprès des associations peut-être locales aussi. Alors, 2 questions qui concernent l'hypersexualité. Est-ce que ça veut dire, nous demande une personne, que l'hypersexualité, ça y est, voilà, est un symptôme de la maladie de Parkinson qui peut exister avant la pose du diagnostic? On a dit que oui, je crois. L'hypersexualité, dans l'hypersexualité qu'on a parlé ici, c'était l'hypersexualité surtout liée
au traitement. Voilà, parce qu'une autre question, c'était est-ce que l'hypersexualité peut exister sans traitement? Alors peut-être que oui, chez certaines personnes, mais globalement, non. Globalement, ici, on est en train de parler dans les cadres des traitements, mais on peut avoir une hypersexualité qui n'est absolument pas liée ni au Parkinson, ni à la maladie, ni au traitement. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu quelles sont les dernières questions qui tombent. La perte du désir féminin est-elle réversible? On y a répondu. Ah, oui, ça c'est peut-être pour Emmanuel Schmitt. Comment faire lors d'une demande plus importante de la part du malade alors que l'aidant n'a pas d'envie? Et d'où l'importance d'avoir un très bon dialogue au sein du couple. Parce qu'il faut pouvoir temporiser et il faut pouvoir expliquer d'où vient ce désir plus important. Parce que parfois aussi, ce qui arrive, enfin ce que moi les patients nous rapportent, c'est oui, mais moi je n'ai pas d'un désir plus important, c'est ma compagne qui, du fait de la ménopause ou du fait de ceci, de cela, a moins envie. Donc, il faut aussi entamer ce dialogue-là. Est-ce que la personne qui est très demandeuse a ce sentiment-là d'être plus demandeuse que la normale? Pourquoi vous, en tant que conjoint, vous trouvez que c'est trop? Enfin, tout ça, c'est une discussion à avoir pour temporiser aussi. Après, si ça va trop loin, si c'est des demandes incessantes et qui ne respectent pas vos limites à vous, à ce moment-là, il faut vraiment se tourner vers le neurologue parce que c'est qu'on est dans quelque chose de pathologique et de compulsif. Et alors, là, même avec du dialogue, vu que c'est de la compulsion, vous aurez du mal à maîtriser les choses. Alors, on peut être freiné dans cette sexualité si, par exemple, on porte une pompe qui est gênante pour bouger. Comment on peut arriver à surmonter ce problème? Emmanuel, et puis peut-être après, Dr Shepherd-Noguera. Alors déjà, avant de mettre en place une pompe, c'est des sujets qu'il faut aborder avec le patient. Voilà, chaque patient qui a mis en place une pompe a eu certainement de l'éducation autour de cette pompe. On lui a présenté le matériel, on lui a expliqué que voilà, pour aller à la piscine, il fallait faire comme ci, comme ça. En cas de sudation, ça pouvait poser tel ou tel problème. Et la sexualité doit être abordée aussi à ce moment-là. Le patient rarement va poser des questions sur l'acte sexuel avec la pompe, mais c'est à nous ou à la personne qui va présenter cet outil, ce traitement, c'est à cette personne-là d'aborder la question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors après, il y a différentes solutions. Il y a l'endroit où on va faire la piqûre de la pompe. Il faut bien réfléchir où est-ce qu'on le fait pour pas que ça gêne l'acte sexuel. Il est peut-être possible dans certains cas de Parkinson de pouvoir enlever la pompe pour prendre des traitements par voie orale. Mais voilà, ça demande de planifier un minimum l'acte sexuel à ce moment-là. Donc, il peut y avoir des solutions, mais avant de mettre un traitement comme ça, le patient donne son accord pour un patient comme ça. Il faut que ce soit un accord éclairé, même au regard des relations sexuelles. Alors, une question pour le Dr Frex. Dr Frex, Valérie, est-ce que la prise de la sertraline peut avoir un effet de blocage sur l'éjaculation? Peut-être plutôt une question pour le docteur Shepherd-Noguera. Alors oui, elle dit oui. Alors, on va lui lancer. Après, j'en ai une pour vous. Ça peut être même un traitement qu'on peut utiliser pour certains malades qui ont des éjaculations prématurées. Les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, c'est le nom générique de cette classe de médicaments, elle va chez la femme avoir un effet néfaste parce qu'elle diminue d'une manière assez importante la lubrification, mais chez l'homme, elle a un effet direct sur l'éjaculation prématurée et précoce, à tel point qu'on utilise en dehors du Parkinson, dans d'autres maladies, pour des patients beaucoup plus jeunes, on peut utiliser pour les traitements de l'éjaculation précoce. Mais c'est vrai qu'il y a une modification de l'éjaculation avec ce type de médicaments. Alors, je ne sais plus à qui s'adresse cette question, donc je me tourne vers toutes les deux ou toutes les trois. Est-ce qu'une douleur à l'éjaculation peut être liée à la maladie de Parkinson? Je pense non, quand même qu'il y a des personnes qui... Là, c'est clair. La douleur lors de l'éjaculation, donc une éjaculation douloureuse, c'est un problème urologique qui peut avoir différentes causes. Ça peut y aller dès une infection urinaire, dès une infection du style prostatite, donc toutes les prostatites donnent des douleurs lors de l'éjaculation, mais la maladie de Parkinson
Parkinson elle-même ne va pas donner de douleur à l'éjaculation parce que ça, c'est une douleur végétative qui est très intrinsèque à la vésicule séminale et elle n'est pas modifiée par les Parkinson, mais par quelque chose de local. Et donc, une douleur uniquement au moment de l'éjaculation, il faut chercher une cause locale pour cette douleur. Voilà, je vais peut-être cesser là les questions, il y en a encore, mais elles reprennent beaucoup de celles qu'on a posées depuis le début de cette table ronde. Peut-être un tour rapide avec chacune d'entre vous. Docteur Frex, on a vu que cette question d'intimité et de sexualité était extrêmement prégnante chez les malades parkinsoniens. Je dirais, qu'est-ce que vous, en tant que neurologue, vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être se sentent gênées d'aborder cette question et qui se disent finalement c'est mon intimité, ça ne regarde pas par exemple mon neurologue. Oui, effectivement, c'est le message que je voudrais un petit peu faire passer, c'est que alors le neurologue, nous on est gênés d'aborder cette problématique, cette thématique, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise et on a l'impression d'être un peu intrusif. Et puis le temps imparti, voilà, il faut accepter de prendre le temps à un moment donné d'aborder cette thématique au cours d'une consultation, peut-être pas à chaque consultation, mais si un dialogue est établi et qu'on sent qu'il y a une demande et un besoin, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter les gens, puisque c'est avec la relation de confiance qu'on va avoir avec la personne qu'on va peut-être pouvoir les accompagner, les aider dans leur souffrance par rapport à leurs difficultés dans leur vie sexuelle. Docteur Scheber-Noguera, ne jamais rester dans le silence et dans le non-dit, dans le... Vous êtes malade, donc vous n'êtes pas une maladie, vous êtes malade. Et donc, si vous avez une maladie, vous avez des signes de cette maladie, vous avez des symptômes de cette maladie. Et donc, pensez que les symptômes sexuels peuvent être une des manières de votre maladie de vous parler, et c'est peut-être la manière de vous faire parler avec nous aussi. Donc, je suis d'accord que c'est aussi à nous de créer ce climat de confiance, de créer un moment pour que vous vous sentiez libre de nous parler, mais soyez surtout sûrs d'une chose, nous n'avons pas une boule de cristal qui nous permet de découvrir tout ce que vous sentez, mais il y a un moment où il faut savoir parler. Nous ne sommes pas là pour vous juger ou pour trouver des informations que vous ne souhaitez pas, mais nous sommes là pour vous écouter et vous informer dans la mesure de nos connaissances. Alors, j'ai les questions qui arrivent en direct, donc je vous en pose une. Je n'arrive plus à avoir d'orgasme. Est-ce que c'est lié au manque de dopamine? Que faire? Pas seulement au manque de dopamine, c'est une des raisons qui existe, mais l'orgasme est quelque chose de très complexe parce que, par exemple, l'homme associe toujours l'orgasme et l'éjaculation, tant qu'on peut avoir un orgasme sans éjaculation. Donc l'orgasme, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que c'est quelque chose qui est dans les sensations, pas seulement dans un vécu physique. Et donc, une partie, oui, ça peut être lié à la maladie parce que vous sentez moins bien. C'est typiquement certains antidépresseurs peuvent donner une sensation orgasmique émoussée, mais on peut avoir des troubles de l'orgasme, une mauvaise perception de l'orgasme pour d'autres raisons que simplement la maladie ou les traitements. Alors, on va terminer avec Emmanuel Schmitt et je vais vous faire, Emmanuel, deux questions. Donc, on va essayer de répondre assez rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Une personne qui nous dit qu'il y a un refus de rapport sexuel dû à la maladie. Que doit faire le conjoint ou la conjointe? C'est bien ce qu'on disait depuis le début de ce débat. Discuter, dialoguer, essayer de comprendre. Oui, c'est le dialogue. D'où vient ce refus? Voilà. Est-ce qu'il est vraiment de l'ordre de la douleur de l'acte sexuel ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, un problème de la relation, de l'aspect se sentir désirable ou désiré? Donc c'est vraiment quelque chose à discuter. Et c'est d'ailleurs le mot que je voulais avoir à la fin. On a beaucoup dit aux gens, dites-nous si vous avez des problèmes. Moi j'ai envie de leur dire de se le dire entre eux déjà en premier. D'abord mettre le dialogue dans le couple. Et déjà, ça règle parfois un certain nombre de problèmes relationnels. Alors écoutez, je vous propose de vous lire et puis vous ferez juste un commentaire, mais je trouve que c'est presque une jolie histoire qu'on a reçue par une personne qui nous dit « Mon mari ayant Parkinson depuis 5 ans, il n'a pas d'envie, mais il a de bonnes réactions quand on le cherche. Par contre, il ne donne pas grand-chose en retour, mais on s'aime et on se comprend. » Un mot, Emmanuel Schmitt, là-dessus.
Bah oui, c'est ce qui montre que la sensorialité, le fait d'être en couple, bah, ça va au-delà de la sexualité en termes d'actes. Donc c'est très très important. Mm. Eh ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir participé. Dans les retours, on m'a dit, mais pourquoi il n'y a que des femmes qui ont parlé de ça? Pourquoi il n'y a que des femmes sur le plateau, à part celui qui pose des questions? Ben écoutez, on y pensera la prochaine fois. On mettra un homme, on fera un peu plus de parité. Enfin, j'espère que j'ai défendu la cause des hommes aussi. Merci en tout cas à vous Merci. trois. Nous allons maintenant arriver à la conclusion de la journée.